Mes chers compatriotes d'Algérie, je suis Chef Faisal, je m'adresse à monsieur le chef d'état-major de l'ANP, chef d'état-major de l'armée algérienne. Monsieur le chef d'état-major, nous parlerons de cette période, bien sûr, durant laquelle nous avons été votre élève à l'école de formation des officiers de réserve de Blida, et nous allons parler de certains autres aspects liés à la très grave crise que vit notre patrie, l'Algérie. Monsieur le chef d'état-major, l'un des plus grands problèmes que vivent des Algériens est leur incapacité à s'exprimer sur un hymne national bilingue et à répondre à des questions simples comme celles sur l'identité des rédacteurs de la Constitution, publiquement et en privé. Nous avons posé en vain ces deux questions à des intellectuels et professeurs d'université. Avant d'aborder la dangereuse pente qu'a prise notre patrie, nous affirmons qu'à Alger sévit au moins un assassin économique, en anglais Economic Hitman. Les assassins économiques sont plus puissants que le FMI et la Banque mondiale. Pour cette affirmation, nous avons fourni pas mal d'arguments économiques. Maintenant, nous fournissons l'argument politique. Dans le domaine économique, en paraissant nerveuse, les communiqués de la présidence de la République sont trop rapides. La présidence est hyper réactive. Dans une homonymie quasi parfaite, avec les dernières décisions dans lesquelles votre influence a été très lourde, nous parlons des décisions prises depuis la chasse du chef de l'État. Nous avons suggéré dans notre intervention de 12 mars 2019, publiée sous le titre « Pour la paix en Algérie, non à son embrasement », le maintien du ministre de l'économie et du gouverneur de la Banque d'Algérie à leur poste, en les dépouillant du pouvoir de décision, ainsi que l'incinération des billets de banque imprimés dans le cadre de la nazie-politique monétaire. Disons bien l'incinération des billets de banque imprimés dans le cadre de la planche à billets. Incinération en arabe dialectal ithargo, c'est-à-dire prendre de l'essence, prendre une allumette et les brûler. Bien sûr, nous avons suggéré qu'il y ait, en plus des responsables de la Banque centrale, des responsables officiels à la présidence de la République, la présence des membres du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la magistrature. Les détails, on s'en passe. Toute comparaison de cette opération d'émission monétaire avec celle du Japon et des USA relève de la stupidité. Le Japon a fait de son identité et de sa culture une religion. Il est passé par l'autarcie après la Deuxième Guerre mondiale. La taxe sur l'importation du riz au Japon est de 125%. Les actifs du Japon à l'étranger équivalent à 5 fois ou plus le PIB algérien. Le yen japonais est une monnaie de pondération des valeurs internationales comme le DTS. Pour les USA, sans recevoir l'approbation unanime des économistes et des politiques, les quantitative easings, les assouplissements financiers en français, ont été mis en œuvre pour sauver leurs banques et leurs compagnies, pour transférer les EBS, MBS et CDS et autres junk bonds des bilans des banques d'affaires vers la Fed. Et il faut rappeler que la Fed, la Federal Reserve, n'est pas la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, c'est une banque de droit privé. De plus, il faudra se documenter et voir les comptes rendus de la commission d'enquête du Sénat devant laquelle est passé Alain Greenspan, l'un des directeurs de la Fed. Les critiques subies par Ben Bernanke, son remplaçant, la souffrance de Janet Yellen qui a succédé à Ben Bernanke, dont Janet Yellen a été gouverneur de la Fed,
Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, Janet Yellen est l'épouse du prix Nobel d'économie Jean-Jacques Herlov. Et le dernier, actuellement, Jerome Powell, qui est un juriste, même s'il a fait des relations internationales à l'université, qui est en train de galérer pour faire bouger un tant soit peu les taux d'intérêt aux États-Unis d'Amérique, et bien sûr, il faudra s'intéresser à sa relation avec le président des États-Unis d'Amérique. De plus, le jour où la Fed décidera d'assainir son bilan, c'est-à-dire revendre tout ce qui est EBS, MBS, CDS et autres junk bonds, nous reparlerons de la dévastation planétaire qui se produira. En citant les politiques et en citant les politiques du Japon et des USA, c'est pour dire que les déficits et l'endettement sont recommandés pour les puissances comme ceux des pays. Malheureusement, l'Algérie est à l'opposé extrême de ces deux pays. De plus, en citant un de nos professeurs à l'Université de Montréal, derrière chaque dollar émis, il y a un drone ou un missile. Ce que disent les politiques américaines et japonaises, les déficits et les endettements sont bons. Mais ils ne le sont pas pour l'Algérie, les pays comme le nôtre, l'Algérie. Et un autre argument politique pour dire qu'à Alger, il y a au moins un assassin économique, un economic hitman, sévit. Dans l'actuel gouvernement, le ministre de l'économie a été remplacé par le gouverneur de la Banque d'Algérie, laquelle est dirigée par un nouveau venu. Interprétation. Nous-mêmes, et celui, celle, ou ceux, ou celles au pluriel, qui ont imposé ce changement, avons ciblé les mêmes responsables, avons ciblé les mêmes fonctions. Ce qui s'est produit, l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie est devenu ministre de l'économie et le nouveau gouverneur passeront leur temps à découvrir ces institutions, à gérer les blocages internes qu'ils subiront, à se perdre dans les lois, dans les chiffres. Les deux vont manipuler des lois, des contrats, des primes et des risques. Autrement dit, ceux et celles qui ont imposé ces changements veulent que l'Algérie plonge. Cette décision est exécutée et endossée par des responsables algériens, ne peut avoir son origine qu'à l'extérieur du pays. Celui qui l'a imposé est un assassin économique qui vomit notre patrie. L'Algérie est victime dans ce qui est assimilable à une cascade de hit and run. En arabe dialectal, nous avons son équivalent à Alger. C'est Adrab ou Harab. En 2015, en prenant comme l'exemple de la Grèce, nous avons inféré que les Algériens doivent s'attendre à une baisse des salaires. C'est une erreur de notre part, disons-le comme ça. Donc la bombe de l'inflation a été laissée volontairement en dormance, en latence. La Banque d'Algérie est comme un multi- et polytraumatisé à qui on change d'équipe médicale. C'est la garantie que ce mortellement blessé, ce grièvement blessé, en pensant à l'Algérie, succombera. Monsieur le chef d'état-major, venons à d'autres points. Depuis la destitution du président de la République et en agissant pour que nos compatriotes retrouvent la voie de la paix, nous soutenons toutes les actions qui permettent à l'Algérie et aux Algériens, ainsi qu'à toute l'Afrique du Nord, de repousser temporairement son entrée dans la phase militaire d'un gigantesque conflit hybride. Nous réaffirmons que nous pourrons faire des concessions sur tout, sauf sur la majorité de l'Algérie, sa dotation d'un hymne national bilingue, la surévaluation du dinar et l'ouverture d'un front contre la France. Aussi, attendons-nous un ordre pour nous présenter à la prochaine élection présidentielle.
et nous informons nos compatriotes d'Algérie que les premières décisions que nous allons prendre, ce sont des décisions que nous allons prendre, auront les effets sociaux de cette décision seront ravageurs. Dans ce cas-là, les Algériens ont deux solutions. Élire un autre candidat, ou supporter ces effets et laisser les barbouzes ou voyous pilotés par les services secrets français, américains, chinois ou russes avec des complicités des mafias algériennes nous assassiner ou dissoudre dans l'acide. Nous le répétons, même avec une gigantesque levée de boucliers, nous ne serons jamais assassinés pour les décisions révolutionnaires que nous prendrons dans le champ de la majorité. Si nous recevons cet ordre, nous agirons à partir du sud algérien, avec l'appui de nos compatriotes amazirs du Hogar. Nous n'allons pas revenir sur tout ce que nous disons depuis 2013. Et puisque nous détestons les redites, nous aborderons certains points sous une autre forme et avec d'autres indicateurs. De complexe, la situation de l'Algérie est passée à très compliquée. Elle s'analyse sur le temps long et nous la limiterons à partir de 1989 lorsque les deux gouvernements qui se sont succédés après les événements d'octobre 88, avec l'insistance des généraux, ont cédé devant les ordres du FMI et de la Banque mondiale. L'instrumentalisation de Tamazirt, l'accord d'un salaire mirobolant au gouverneur de la Banque d'Algérie, la dévaluation du dinar et la création de holdings ont pavé en enfer la voie empruntée par notre patrie. La création des holdings a répondu à l'axiome mercantiliste de « too big to fail », c'est-à-dire trop grand pour tomber. Elle est passée à « too big to jail », trop grand en prison. Et c'est dans ce sillage qu'il y a eu une campagne tapageuse pour la dépénalisation, la décriminalisation de l'acte de gestion. Et ce fameux too big to jail, c'est ce fameux too big to jail que vous êtes en train d'exécuter avec la détention de certains nababs. En Algérie, les symptômes de la Yougoslavie sont clairs. Et si les manifestations actuelles ne finissent pas tragiquement, alors elles seront insignifiantes devant les événements qui viendraient du Sud. Les premières victimes sont enterrées. Les blessés pourraient probablement se soigner et guérir. Les causes de cette tragédie sont multiples. Selon les effets, la police et la gendarmerie sont des institutions de répression et non de protection. Le ras-le-bol des Algériens est autre considération. Ça, ce sont les explications que nous pouvons fournir. Mais l'une des causes fondamentales est dans les effets de la politique monétaire et budgétaire. Nous disons l'une des causes fondamentales, ce sont les effets des politiques monétaires et budgétaires menées depuis 2013. Ces politiques monétaires et budgétaires ont été imposées, suggérées par le FMI selon et en partie la théorie du Français Olivier Blanchard, son ancien chef économiste, qui est venu en Algérie. En plus d'avoir détruit sa théorie, nous avons dénoncé tous les ordres supranationaux qu'il a donnés à l'Algérie. C'est depuis 2013, avec de légers calculs sur la population paysanne algérienne, que nous avons anticipé ces victimes. Général, pour éviter les expressions à l'emporte-pièce et hasardeuses, contraintes par le temps, l'urgence et la compétence de ceux qui vous entourent, et leurs objectifs, les décisions que vous prenez sont irrationnelles, au sens de Herbert Simon, Daniel Kahneman et Homer Tversky. Dès que votre pouvoir décisionnaire s'arrêtera, ce sera le déluge qui s'abattra sur l'Algérie si les stars qui ont émergé dans ce mouvement populiste
et les manifestants eux-mêmes ne freinent pas cette déferlante. Si ces vedettes issues du domaine du droit et de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme ignorent les dangers et continuent d'agir ainsi, c'est grave. Si elles sont conscientes des risques d'éclatement du pays, refusent de les révéler et continuent de faire comme si l'unique danger est la pourriture politique et économique du pays, c'est tout aussi grave. Tout laisse à croire que l'avenir est sombre, parce que dans une folle inconscience, les propositions de dialogue sont rejetées. Avant de continuer, et la paix avec l'amazérité de l'Algérie oblige. La paix avec l'amazérité de la patrie oblige. Si nous étions l'assassin de Halim Sili, nous demanderions pardon aux Algériens, car sa vie aurait participé à l'éclosion d'une authentique terre d'amour, de fraternité et de développement. Si nous étions les geôliers de Mohamed Haroun, à Lombès et ailleurs, nous demanderions pardon aux Aurésiens, aux Mozabites et Tergui, car avec cet homme, leurs racines auraient donné beaucoup de temps positif au bien-être des Algériens. Si nous étions les tueurs de 88 et 2001, nous aurions demandé pardon à Abdelhafir Messelti, 13 ans, mort dans la tragédie de 2001. Si nos demandes de pardon sont acceptées, alors un vent neuf, celui de l'amour et de la paix, soufflera sur notre patrie. Général, durant les années 2000, nous avons travaillé sur la troupe de Bza. Nous avons rencontré et discuté et interviewé quelques personnes, accompagnés d'un ami, Nasser Ben Mahrez, un paysan poète, dans une maison de Kabylie, où une mère nous a dit « Khadani Kmi ». Ils m'ont pris mon fils. C'est la mère de Kamel, Majid Amzal. Le même jour, dans un autre village, dans une autre maison, pendant que nous discutions avec le chef de famille, en présence de son fils, son épouse est entrée. Elle nous a dit « Mustafa Machidemi, de Misikni ». Ce sont les paroles de la Vierge Marie. Mustafa Machidemi, de Misikni. Mustafa n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. Il s'agit de Mustafa Bacha. Quel est le lien entre ces deux hommes? Mustafa Bacha a supplié en pleurant devant la fac centrale ses camarades de sursoir à l'AG Ben Aknour, à la universitaire Tabl Abdelrahman de Ben Aknour. Faute de l'écouter, elle a coûté la vie à Kamal Amzal et la douleur inextinguible de cette mère. Et Mustafa Bacha est mort d'une crise cardiaque. Cette somme, ces deux morts, sont la somme, la valeur de la lucidité, de la passion et du cœur. Toute personne qui a vécu des moments comme ces deux sera marquée à jamais. À ce jour, 3 solutions existent, donc il est possible de le comparer. L'élection prévue pour le 18 avril, la transition esquissée par M. Khdar Brahimi qui a disparu complètement, et l'élection prévue pour le 4 juillet. Maintenant que nous avons 3 solutions, une comparaison est possible. D'évidence, la solution du 18 avril est la meilleure. Général, maintenant à propos de votre position de son processus, vous avez soutenu le président que vous avez chassé. Le temps révélera si c'est une décision individuelle, collective ou un ordre des Américains ou Français via leur présidence, attachés militaires ou défense, services secrets ou autres canaux. Les services de l'État algérien et l'autorité politique sont si délabrés qu'ils ont perdu toute crédibilité. Les raisons ou causes sont la pression de la France, des USA, de l'ONU, ainsi que des ONG comme Reporters sans frontières, Amnesty International. Les autres pressions viennent du FMI, de la Banque mondiale et autres institutions qui vous interdisent de revenir en arrière sur la politique monétaire et les ajustements structurels.
Qu'attend l'État algérien pour rappeler son ambassadeur à Paris et convoquer l'ambassadeur français? Au début, nous avons utilisé le mot déluge. Nous allons être plus clairs. Les DTS algériens vont valoir moins qu'un navet. Vont valoir moins qu'un navet. Les primes d'assurance des investissements étrangers vont coûter plus qu'un diamant. Quand la crise de liquidité qui sera suivie de celle de la solvabilité frappera l'Algérie, l'État ira sur les marchés financiers pour s'endetter. Les Algériens se verront étouffés par un dinar qui sera encore dévalué, une dette explosive qu'ils doivent rembourser, et l'État algérien, via la Banque d'Algérie, devra racheter ses DTS auprès de l'acheteur désigné par le FMI. Ce processus est semblable à une scène dans laquelle beaucoup d'Algériens sont suspendus à des crocs de boucher. Pour l'image, nous disons bien pour l'image, entre bombardés et rasés 4 villages, un au sud, du côté de Hengzem, un à l'est, un autre à l'ouest, et un au nord, au centre. Par exemple, notre village, Boujville, bien Ouagnoul. Entre rasés à zéro ces 4 villages du pays et faire subir ce traitement aux Algériens, nous préférons le premier. Ça, c'est pour l'image de ce qui attend l'Algérie auprès du FMI et des marchés financiers. Comme exemple concrètement, après le génocide du Rwanda des années 90, actuellement, c'est la presse, les journaux, l'information dit que Kigali se porte à merveille, que le Rwanda a retrouvé le chemin de la croissance. Oui, il a coûté un génocide. Quand vous amputez un peuple de 2 millions d'habitants, de 2,5 millions d'habitants, bien sûr, il est facile de les inonder avec des investissements étrangers et faire améliorer leur qualité de vie. Ça a pris un génocide. Et le Rwanda est pris par les vautours des investissements étrangers. En général, nous allons parler du FMI dans l'armée algérienne. Il faut arrêter d'appeler l'ANP la digne héritière de l'ALN, comme le font les Américains pour leurs soldats. Si les Algériens appuient dans cette nouvelle libération de la patrie, alors nous chanterons que l'ANP est la digne héritière de l'ALN. En parlant des Américains, et entre parenthèses, savez-vous que la mascotte du Parti républicain est l'âne, alors que celle du républicain est l'éléphant? 2 mascottes. Parti démocrate et Parti républicain. L'âne et l'éléphant. Nous devons nous décomplexer. Les partis politiques algériens pourraient s'en inspirer pour choisir quel animal ils pourraient utiliser comme mascotte. Un chien, un serpent, un singe ou un brigand qui agit à visage découvert. Général, monsieur le chef d'état-major, ceux qui ont détesté la révolution algérienne, cet immense don à l'humanité, se vengent. Ils ont saisi cette opportunité dans laquelle se retrouve notre patrie. Tous les programmes d'ajustement structurel ravagent les pays qui les subissent. Ce que l'armée algérienne a subi sont passés comme une lettre à la poste sous vos ordres. Le général candidat à la présidentielle, le général président entre autres, en remontant dans le temps, comme ravage du FMI dans l'armée, la suppression du barrage vert est le plus grand viol dont a été victime la nature algérienne. Si maintenue, en plus d'être un exemple universel, l'Algérie négociera à prix d'or ses aménités sur les marchés du carbone comme celui de Montréal ou de Chicago. L'armée a subi les foudres du FMI avec ces pseudo-programmes de modernisation pour acheter de l'armement à l'étranger, de l'armement russe essentiellement.
Et bon, sur les dépenses militaires et PIB. Actuellement, l'Algérie est classée dans les pays à indice de développement humain élevé. L'IDH du PNUD pour l'Algérie la met dans les pays à élevé. Si nous réduisions le PIB des dépenses militaires et si nous recalculons l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire à partir de 1 an, parce que je vous le révèle maintenant, l'espérance de vie en Algérie est calculée à partir de 24 ans, c'est-à-dire nous éludons la mortinatalité, la mortalité infantile et tout le reste là. Et si l'éducation, le système éducatif algérien était naturel, le bon élève passe, le bon élève, le mauvais élève redouble 1 fois, 2 fois, mais les pires, les très mauvais élèves exclus, la qualité de l'indice de l'éducation va influer sur l'IDH. Donc en faisant baisser le PIB, en recalculant l'espérance de vie des Algériens et en recorrigeant l'éducation, l'IDH algérien va chuter et nous allons nous retrouver dans les pays sous-développés. En offrant certains noms et visages, certains des signaux envoyés par l'État sont positifs, mais le rejet par les manifestants, têtes pensantes et manipulateurs annonce une confrontation qui se transformera en violence, qui fera couler du sang et fera fuir certains responsables à l'étranger. C'est sur ce chaos que nous avons attiré l'attention de M. Ali Belhaj dans l'une de nos interventions. Malheureusement pour notre patrie, lui aussi n'a pas réagi. En offrant certains noms et visages, la détention de certains milliardaires fait plaisir à la population. La nationalisation temporaire de leur compagnie, la mise sous séquestre de leurs avoirs financiers ou une négociation sur ce qu'ils peuvent rendre aux Algériens est une autre solution. Cette décision sera dans l'avenir extrêmement nuisible pour l'État, peu importe qui seront ses dirigeants, car elle montrera les limites qui ne pourront ou qui ne doivent pas être dépassées. Avec quel magistrat faire le ménage dans la corruption? L'objectif visé par cette opération produira alors l'effet inverse et accroîtra le sentiment d'injustice et de défiance. Par exemple, qui seraient les généraux concernés? Les fortunes placées à l'étranger, alors que le plus grand crime est la délapidation des terres agricoles ou arables, ainsi que le refus de toucher aux firmes étrangères, les banques étrangères installées en Algérie et les grandes multinationales installées en Algérie. Personne n'ose les toucher. Général, depuis presque 3 ans que nous supplions les Algériens d'être solidaires avec nos soldats, la récente mise aux arrêts de 2 officiers généraux supérieurs pour nous, avec révélation des chefs d'inculpation, transforme votre communication et souci de transparence en menace contre le pays. Elle montre que même l'armée est gangrénée. Et c'est une inquiétude supplémentaire pour les Algériens et une satisfaction pour les puissances du mal comme la France. Révéler l'arrestation de ces 2 officiers et dire que les motifs sont graves aurait suffi. Les journalistes vont broder et certains prétendus politologues vont faire du bruit. Mais à l'Algérie, elle sera épargnée par cette augmentation de désespoir. Général, parlons terre à terre maintenant. Nous avons accompli notre service militaire de mai 84 à avril 86. Que nous avons tenté d'éviter ces 2 années d'obligations militaires. Avec le recul, Dieu merci, nous avons échoué. En plus de nos études aux séries, nos 2 années militaires nous ont permis de découvrir l'immensité de l'Algérie, de nouvelles amitiés et le sens du patriotisme. Une pensée à Mohamed Zeroual, sous-lieutenant passé à lieutenant, qui ne parlait qu'arabe
pas un mot de français, parlait arabe. Nous ignorons s'il a un lien de parenté avec le général président. Ce dernier, dans son récent échange avec un autre général, a montré l'indigence politique dont est victime l'Algérie et nous renvoie aux relations de travail durant sa mandature. Donc, ce lieutenant, Mohamed Zeroual, nous répétons, il s'appelle Mohamed Zeroual, a fait la guerre de Kippour, octobre 73. Pour nous, il est l'incarnation du patriotisme. C'était l'un de nos instructeurs d'armement. Il nous aimait. Général, durant ces 2 années d'obligation militaire, nous n'avons jamais eu affaire directement à vous. C'était l'époque du MIA, Mouvement Islamique Armé, de l'attaque de Souma, du hold-up dans une banque à Boufarik et du carnage de Ben Slimane, l'Arba. Avec nos camarades, nous n'avons jamais été renvoyés au combat par notre commandement de l'époque. C'était les forces spéciales, les commandos, que nous voyions en préparation qui ont fait le boulot. Durant notre instruction, en fin de journée, après 17h, après 16h, 17h, nous aimions jouer une partie de la belote avec Abdelatif, avec Abdallah, Youssef. Par l'amitié qui nous liait, nous étions en Algérie, en particulier Abdelatif de Tebessa, un frère. Lors d'une partie de belote et qu'il fallait nous prendre des cafés dans le foyer des élèves officiers de réserve que nous étions, il y avait une bousculade pour le café. Il y avait une bousculade pour le café, donc nos camarades nous ont pris, nous ont mis sur le comptoir et nous avons eu notre part de café, nos 5 cafés, 4 ou 5 cafés, devant des Palestiniens. Il y a eu des échanges aigres-doux, assez sévères, avec les Palestiniens. La tension est montée d'un cran entre Algériens et Palestiniens. Dieu merci, il n'y a pas eu d'affrontement, d'accrochage physique, il n'y a pas eu de violence physique. S'il y avait eu de la bagarre, de la violence physique, quelle dimension aurait prise cette affaire si elle avait fini dans le sang, avec des blessures? Sur vous d'abord, sur les relations internationales entre l'Algérie et la Palestine, entre tous les pays arabes. Avec le recul, nous étions jeunes à l'époque. Bien sûr, nous demanderons pardon aux Palestiniens. Si nous nous présentons à l'élection présidentielle et si nous sommes élus, nous ferons tout ce qui a été fait ou plus qui nous a été fait durant la guerre de libération aux Palestiniens et aux Sahraouis. Nous les aiderons du mieux que nous pourrons. Nous faisons que rendre la monnaie de la pièce à ceux qui ont aidé les Algériens à se libérer. Une histoire, probablement, que vous avez oubliée, qui n'a pas été racontée, un incident qui ne vous a pas été rapporté. Lors d'une séance de tir à Moussaïa, avec la bête, le FMDP, le fusil mitrailleur dictateur Pouillouché. C'était à Moussaïa, séance de tir. Donc, la bête sur ses pieds, nous ne nous souvenons pas du détail, 5 ou 6 tireurs à la fois. Donc, la première vague de tireurs devait recharger l'arme et mettre la sécurité sur du FMDP. Arrivé à notre tour, le camarade qui avait chargé le FMDP avec 7 ou 12 balles, nous ne nous souvenons pas, n'avait pas mis la sécurité. Nous nous sommes allongés derrière le FMDP, nous l'avons mis sur l'épaule, et bien sûr, allongé c'était à plat ventre, on tirait à plat ventre avec le FMDP. Dès que nous avons touché la gâchette, la bête a tout craché. Le FMDP avait
tout craché en une fraction de seconde. Les 7 ou 12 balles de l'FNDP. Nous n'avons entendu que des cris et des insultes. Nous avons eu peur. Quand nous sommes rentrés à l'effort, à l'école de formation des officiers de réserve à Blida, nous avons eu peur pendant 3 jours. Premier jour, là, on attendait des convocations, le tribunal, parce que si nous avions touché nos camarades qui étaient en train de compter les points de la vague d'avant, ils seraient morts. Donc nous risquions. Dans cette bêtise, il y avait le risque mortel, un risque mortel. Donc Dieu merci. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est pour cette raison que notre foi en Dieu est encore plus grande. C'est Dieu qui nous a sauvés là, de cette bêtise. Rentrons à la caserne. Personne ne vous a raconté ça. Parce qu'ils avaient peur de vous. Bien sûr, il y a la sécurité intérieure de l'armée. Pendant 3 jours, nous avons eu le trac, nous avons eu peur. Nous n'avons pas eu peur pour la prison que nous allons passer ou quelque chose comme ça. Nous avons eu peur pour les victimes qu'on aurait pu faire. Général, en vous racontant cet incident, ce n'est pas pour vous dire que nous sommes nuls en tir, nous le sommes. C'est pour vous dire que le management, l'organisation, le contrôle et ces petits détails, le respect scrupuleux de ces petits détails qui font qu'un pays soit avancé ou arriéré. Si la procédure de tir, les séances de tir étaient très bien managées, étaient très bien contrôlées, très bien organisées, très scrupuleux, si nous étions nous-mêmes, si nous étions respectueux des procédures, nous n'aurions pas fait ça. Donc, le général, transposer cette bêtise au domaine de la gestion en Algérie, dans les grandes compagnies. Et c'est pour cette raison que l'Algérie est un pays sous-développé. Après, ce sera probablement une note positive, du moins, plus décontractée. Après notre instruction, nous avons l'instruction les 6 mois. Nous vous rappelons que la première promotion de généraux remonte au 5 juillet 1984. La deuxième promotion de généraux, c'était au 1er novembre 1984. C'est la promotion que nous appelions à l'époque la promotion Hajmi Hajris, parce que le Hajmi Hajris a été oublié dans la promotion du 5 juillet. Vous-même, vous étiez commandant, et au 1er novembre, si nos souvenirs sont bons, vous étiez passé lieutenant-colonel. Donc, après notre instruction, nous avons été affectés au ministère de la Défense nationale. Une semaine après, nous ne savons pas comment, nous nous sommes retrouvés à Blida, remutés à Blida, à la région, au quartier général. Envoyés en mission dans une autre unité pour un travail de scribouillard, un travail banal. Un travail ordinaire. Hein. Remplir des papiers, pointer des trucs, etc. Travail banal. Travail, même pas d'un agent de bureau. Pour une botte que nous avions faite, nous pensons, la mémoire est défaillante, peut-être que c'est une combinaison, tenue débrayée, nous étions en tenue débrayée et nous n'avons pas rendu un salut militaire. Donc, c'est une sanction. Nous avons été, la première décision, c'était, on devait faire une semaine d'arrêt, de rigueur, hein, une semaine de prison. Ben, nous avons appelé à l'époque notre responsable direct, parce que nous étions dans une unité à l'extérieur de la région. Voilà, bon, ben, voilà, nous avons fait une connerie, nous avons fait une bêtise, le directeur de cette unité veut nous envoyer en prison. Là, ils ont négocié entre eux, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Quelques temps après, nous avons été, la sanction est tombée, mais nous avons été sanctionnés. Ça peut paraître bizarre. Nous avons été sanctionnés par accompagner une bus de soldats au stade 5 juillet
pour voir le match Algérie-Juventus. Ça peut paraître bizarre. Bon, nous n'allons pas raconter tous les détails de cette bizarrerie. Nous avons accompagné un bus de soldats de Junoud au stade 5 juillet. En tenue, tout le monde en tenue, le bus plein, 5 juillet. Bon, après avoir expliqué aux policiers que nous allons voir ce match, même si nous n'avions pas de billets, nous avons vu le match Algérie-Juventus. Pour nous, nous aimons le football un petit peu à la télévision, mais au stade, non, c'est pas notre tasse de thé. Le football est l'unique religion monothéiste et monoprophétique, si on peut le dire ainsi. Le football a un seul Dieu, un seul prophète. C'est Diego Armando Maradona. Il est venu en Algérie. Malheureusement, il n'a pas béni le football algérien. Donc, pendant que nous voyions ce match, dans l'équipe de la Juventus de Turin, le plus mauvais joueur, c'était Michel Platini. Pour nous, le Français. Le joueur qui a fait souffrir l'équipe algérienne, et en particulier la défense, c'était Zbigniew Boniek, le Polonais. Il a fait voir de toutes les couleurs à la défense algérienne, avec ou sans ballon, en courant ou en instant fixe. Dans l'équipe algérienne, il y avait Karim Maroc. C'est un joueur racé, c'est un poète du football, il est élégant. C'est juste une similitude, ce n'est pas une comparaison. Karim Maroc avec sa classe, sa clairvoyance, sa poésie, on dirait qu'il fait de la philosophie avec le ballon, est assimilable à Juan Ramón Riquelme, un autre Argentin. Mais dans l'équipe algérienne, il manquait 2 joueurs, dans la défense algérienne. Il manquait 2 joueurs, 2 défenseurs. Il manquait Rachid Adrir de la JSK et Chaban Marskan du NAD. JSK ou NAD importe peu, mais c'est 2 joueurs là. Rachid Adrir de la JSK, Marskan Chaban du NAD. Nous ne connaissons pas ces joueurs, nous ne les avons jamais vus. Hein. Du moins, personnellement, nous les avons vu jouer bien sûr. Et nous serons heureux de les voir. De prendre un café avec eux, prendre probablement une photo, souvenir comme ça, avec Chaban Marskan et Rachid Adrir. Rachid Adrir était un empereur, un seigneur dans la défense. Il est élégant, il est calme, il est clairvoyant. Chaban Marskan, nous avons cette impression, en plus bien sûr, de ses qualités intrinsèques d'un génie du football. Nous avons l'impression qu'il fait des révolutions quand il joue. Pour lui, toute rencontre de football est une révolution et il doit la gagner. Si nous sommes élus président de la République générale, ces 2 joueurs, Rachid Adrir et Chaban Marskan, avec tout ce qu'il faut comme formation en Angleterre et aux États-Unis, avec un budget probablement de l'ordre de 250 000 à 300 000 $, ils vont apprendre, ils vont être formés, ils vont apprendre comment on manage, comment on gère, comment on forme, comment on gère toute la chaîne de la production du football. En Angleterre, aux États-Unis, quand ils reviendront, en plus de rembourser par les gains qu'ils vont générer, par ce qu'ils feront, pas ce qu'ils prendront comme salaire, comme rémunération, comme frais de déplacement. Nous leur demandons de nous faire une ligue de football de l'Est et de l'Ouest. Mais cet Est et Ouest va aller de la Méditerranée jusqu'à Exim. Et ils vont nous créer un championnat de football from scratch, à 0, et d'amateurs, pour ressouder l'Algérie par le sport, par le football, et pour créer de la concurrence à l'équipe nationale de football qui sera faite de professionnels, parce que nous n'allons pas remettre en cause certains aspects du professionnalisme. Ils sont les bienvenus. C'est du business, c'est de l'économie. Ça fonctionne. Mais à Chaban Marskan, s'ils acceptent, bien sûr, Rachid Adrir, nous leur demanderons de nous faire une révolution dans le football algérien. Une révolution qui va ressouder les Algériens. Ça c'est un ordre qu'ils vont exécuter. Ils vont nous créer des équipes dans le sud
qui vont jouer avec des équipes dans le Nord. Comme ça, il y aura de la transhumance sportive. Les Algériens du Nord découvriront le Sud, ceux du Sud redécouvriront le Nord, et les Algériens vont se croiser dans le désert, dans le Panzolouf, dans le Hogar, se croiseront sur la Méditerranée. Et c'est avec le football, entre autres, et avec des hommes comme Rachid Adrir et Chaban Manskhan, que nous ferons cette Algérie, mais pas avec les pourris. Général, pour la paix en Algérie, surévaluer le dinar d'au moins 40%. Dans votre tenue de sortie, ou dans une tenue en civil, allez-y sur le terrain en assistant à une conférence des têtes de l'establishment des manifestations. Allez-y sur le terrain pour redéclencher cette dynamique de dialogue. Allez-y voir, participer à des conférences, débattre avec eux. Allez-y vers les manifestants de la Grande Poste ou de Borges, ou de Béjaïa ou de Tizi Ouzou. Et demandez au chef de l'État par intérim de faire la même chose. Ces actions seraient probablement d'un apport pour l'apaisement et l'évitement d'une guerre. Monsieur le chef d'état-major, de Montréal, nous sommes censés appeler à l'explosion des manifestations, au maintien de nous sommes de maintien des manifestations, à appeler à des manifestations de Libye. De Montréal, monsieur le chef d'état-major, nous appelons au calme, nous appelons à la paix, à la lucidité, à la négociation. C'est le minimum indispensable pour entamer la solution de la complication de la situation de l'Algérie. Monsieur le chef d'état-major, agissez pour la paix. Allez-y vers les manifestants. Protégez la patrie. Nous allons continuer à l'aimer, à aimer notre patrie.